Nous allons corriger cet exercice aujourd'hui. C'est un exercice proposé par un autre abonné. L'exercice dit quoi? Les éléments d'une population possèdent un caractère x mesurable qui suit une loi de probabilité de densité suivante. F de x θ qui est égal à k θ multiplié par x multiplié par exponentielle de moins x sur θ si x est supérieur ou égal à 0 et 0 dans le cas contraire. On vous dit qu'avec k θ, une constante dépendante du paramètre θ. Pour étudier θ, une suite de n expériences indépendantes a donné les valeurs x1 jusqu'à xn, réalisation de grand x1 jusqu'à grand xn, échantillon non exhaustif. On vous dit la première question de montrer que k θ est égal à 1 sur θ carré. Par la suite, on vous dit de construire un estimateur T1 de moment, estimateur par la méthode de moment, pour le paramètre θ. Et la troisième question est subdivisée en trois sous-questions. On vous dit T1 est-il non biaisé, de justifier. T1 est-il convergent, justifié. T1 est-il efficace et de justifier également. Et la quatrième question, on vous dit de construire l'estimateur T2 au sens du maximum de vraisemblance. On vous dit T2 est-il sans biais, convergent et efficace. Donc nous allons voir étape par étape comment répondre à ces questions-là. Commençons par la première question. Correction. La première question, on nous dit montrer que k θ est égal à 1 sur θ carré. Donc, c'est la première question comme ça. Montrons que k θ est égal à 1 sur θ au carré. Nous savons que l'intégrale de la fonction de densité fx θ sur le domaine de définition de x, c'est-à-dire 0 à plus l'infini. Pourquoi j'ai dit 0 à plus l'infini? Il suffit d'aller au niveau de la fonction de densité. Vous allez voir qu'elle est définie sur 0 à plus l'infini. Parce que ici, x est supérieur ou égal à 0. Donc ça, c'est le domaine de définition de x. Si vous intégrez sur le domaine de définition de x la fonction de densité, vous allez trouver tout simplement 1. Donc nous allons partir à partir de ces principes-là. Et vous allez voir tout de suite à travers en fait la détermination du calcul de l'intégrale et à égaliser à 1, on peut résoudre en fait tirer k θ et on va trouver 1 sur θ carré. C'est ce que nous allons faire. Donc, commençons par déterminer d'abord l'intégrale. Donc, l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini de f de x θ. En fait, nous allons déjà remplacer la densité. La densité, c'est k θ fois x fois exponentielle moins x sur θ. Donc, je remplace. Donc, c'est k θ multiplié par x multiplié par exponentielle de moins x sur θ dx. Déterminons cette intégrale-là. Pour ce faire, nous avons besoin déjà, dans un premier temps, je vais faire sortir la constante ici, k θ. Donc, je peux faire sortir de l'intégrale. Donc, ça va me donner tout simplement k θ multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x multiplié par exponentielle de moins x sur θ dx. Donc, je vais procéder par une intégration par partie pour déterminer cette intégrale-là. OK? Donc, je vais poser. Donc, posons une certaine fonction que je vais nommer u de x qui est égale à x là. À partir de là, je peux déduire une dérivée. Donc, la dérivée de u, c'est u' de x. Et je sais bien que c'est 1. Parce que dériver x par rapport à lui-même, c'est 1. Et je vais poser également une certaine fonction v' de x qui est tout simplement égale à cette deuxième partie. C'est exponentielle moins x sur θ. Il me faut en fait la fonction dont la dérivée me donne v'. Donc la fonction dont la dérivée me donne v', c'est vx. Et cette fonction, vx, est bien évidemment, il suffit juste de jongler, vous savez, vous allez trouver que c'est moins θ exponentielle moins x sur θ. Si vous prenez cette fonction, vous la dérivez, vous allez tomber sur exponentielle moins x sur θ. Nous allons déterminer donc l'intégrale suivante. Donc l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x multiplié par exponentielle moins x sur θ de x. Tout simplement, je vais utiliser la définition de l'intégration par partie. C'est égal à tout simplement, je vais évaluer u de x fois v de x, u de x fois v de x sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Nous allons l'évaluer sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Et on fait moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini de u' de x multiplié par v de x. J'ai juste utilisé la définition de l'intégration par partie. Allons-y. Donc, il suffit ici tout simplement de remplacer
U de x, v de x. Donc, je connais U de x, x. Donc, je vais donc évaluer x multiplié par, voilà, c'est-à-dire U de x qui est égal à x. X multiplié par v de x. V de x, c'est moins θ. Donc, je peux dire que c'est, donc ici, c'est, je peux commencer d'ailleurs par moins θ. Je multiplie par x. Et après, je multiplie par exponentielle moins x sur θ. Donc, je vais l'évaluer sur 0 à plus l'infini. OK? Après, je fais moins. Le signe moins ici va rencontrer ici le signe moins de v de x parce que je vais faire u' de x multiplié par v de x. Je vais intégrer u' multiplié par v de x. Et vous voyez que u' c'est 1. Donc, 1 multiplié par v de x. V de x c'est moins θ exponentielle moins x sur θ. Donc, il y a un signe moins. Il va rencontrer ce signe moins-là. Il va devenir plus. Donc, par conséquent, je vais dire que c'est plus l'intégrale sur 0 à plus l'infini de, bien sûr, θ exponentielle moins x sur θ dx. On y va. Nous allons déjà évaluer moins θ fois x fois exponentielle moins x sur θ sur 0 à plus l'infini. Pour cela, nous avons besoin d'abord d'évaluer ça en plus l'infini. Donc, il faut donc déterminer limite parce qu'on est en plus l'infini. Donc, c'est limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins θ fois x fois exponentielle moins x sur θ. D'accord? Après, on fait moins, on va évaluer cette fois-ci en 0. Et vous voyez bien, et si je remplace x par 0, là, vous allez voir que tout ça devient 0 finalement. Donc, ce qui fait que ça va faire moins 0 si vous voulez. Voilà, donc une fois on fait ça, et puis on ajoute ici l'intégrale. Du 0 à plus l'infini. L'intégrale sur 0 à plus l'infini de θ par exponentielle de moins x sur θ dx. Vous voyez, en fait, cette limite même est une limite remarquable. Vous voyez ici x fois exponentielle moins x sur θ. Si vous allez déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, cette partie-là, ça va être également égal à 0. OK? Là, donc, toute cette quantité-là, toute cette quantité va devenir 0 finalement. Tout ça là va devenir finalement 0. Il va rester seulement l'intégrale sur 0 à plus l'infini de θ. Donc ça là, c'est tout simplement égal. L'intégrale sur 0 à plus l'infini de θ multiplié par exponentielle moins x sur θ, dx. Là, vous voyez, vous avez θ ici. Je peux faire sortir de l'intégrale. C'est une constante. Donc, ça va faire θ multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini de exponentielle de moins x sur θ dx. Okay? Là, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir θ multiplié par. Là, je vais calculer l'intégrale. Pour cela, j'ai besoin de la primitive de exponentielle moins x sur θ. C'est-à-dire, quelle est la fonction dont la dérivée est égale à moins exponentielle de moins x sur θ. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai fait, en fait, j'ai posé ici, quand j'ai fait l'intégration par partie, vous voyez, en fait, j'ai posé v'. Ça, c'est la fonction, en fait. Et la fonction dont la dérivée me donne v' est égal à vx. Et j'ai trouvé que c'est moins θ exponentielle moins x sur θ. C'est ça que je vais prendre. C'est la fonction dont la dérivée me donne ça. Donc, c'est-à-dire ça, c'est la primitive de v'. Donc, je vais prendre c'est moins θ exponentielle moins x sur θ. Donc, là, la fonction dont la dérivée me donne exponentielle moins x sur θ, c'est tout simplement, je vais donc dire que c'est tout simplement moins θ exponentielle de moins x sur θ. Je vais l'évaluer sur 0 à plus l'infini, tout simplement. Là, je vais avoir, donc, il ne faut pas oublier, il y a le θ. Là, je vais donc dire que je vais en fait déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini, parce qu'on est en plus l'infini dans un premier temps. Donc, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? De moins θ exponentielle de moins x sur θ. D'accord? Ça, c'est dans un premier temps. Et puis, on fait moins. Cette fois-ci, on va remplacer x par 0. Donc, on va dire que c'est, je vais faire ouvrir notre parenthèse. Donc, c'est moins θ exponentielle de moins x étant égal à 0, on remplace par 0, ça va faire 0 sur θ. Tout ça va devenir 0, donc ça va exponentielle. Ça fait exponentielle 0. Hein? Alors, donc ça va me donner θ. Déjà, la limite, en fait, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à ici combien? Ça va me donner tout simplement exponentielle moins l'infini. Et on sait que exponentielle de moins l'infini, si je remplace ici plus l'infini, vous allez avoir cette exponentielle moins l'infini. Ça fait 0. Donc tout ça, ça va devenir 0 parce que ça va faire 0 fois θ qui va faire 0. Donc cette partie déjà, c'est égal à 0. Il va me rester seulement cette partie. Là, j'ai signe moins, c'est ce signe moins là. Donc il va rencontrer ce signe moins et ça va devenir
plus, donc ça va faire plus, si vous voulez, on peut garder ça, plus, et θ multiplié par exponentielle 0. Exponentielle 0, c'est 1. Donc, en multipliant par θ, ça fait θ. Donc finalement, c'est θ fois θ. Donc, ça fait θ carré. Donc, ça, c'est θ carré. Et qu'est-ce qu'on a trouvé comme ça? On a trouvé juste l'intégrale. C'est cette intégrale qu'on a trouvé. Intégrale, c'est 0 à plus l'infini de x fois exponentielle moins x sur θ de x. Donc, c'est θ carré. L'intégrale de départ qu'on cherche, c'est l'intégrale de f de x. C'est-à-dire, on est en train d'intégrer la fonction de densité. Et on a dit que c'est 4θ fois l'intégrale qu'on vient de trouver. Ça, c'est égal à θ carré. Donc, déjà, à partir de là, on peut dire que ça, cette intégrale, c'est 4θ, d'accord? 4θ fois θ carré. Θ carré étant l'intégrale qu'on vient de trouver. Donc, il s'agit tout simplement de l'intégrale qu'on vient de trouver. Cette intégrale, l'intégrale de la fonction de densité, c'est 4θ fois θ carré. Et on a dit que, d'après, en fait, un principe qu'on connaît, c'est que intégrer une fonction de densité sur le domaine de définition de x, c'est égal à 1. Donc, on va égaliser, on va dire que ça, déjà, c'est l'intégrale de la fonction de densité. Donc, on va trouver que 4θ multiplié par θ carré est égal à 1. Parce que c'est l'intégrale là qu'on vient de trouver qui est égale à 4θ fois θ carré. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer 4θ parce que c'est ça l'objectif. C'est de trouver 4θ. 4θ est égal, donc le 1 que vous avez, et puis vous divisez par θ carré, tout simplement. Et on vient de trouver que 4θ est bien égal à 1 sur θ carré. Et c'est ça qu'on nous a demandé, de montrer que 4θ est égal à 1 sur θ carré. On va passer à la deuxième question. Dans la deuxième question, on vous dit de construire un estimateur T1 de moment pour le paramètre θ. C'est-à-dire de trouver un estimateur par la méthode de moment. On va nommer T1 pour le paramètre θ. Deuxième question, trouvons un estimateur T1 par la méthode des moments pour le paramètre θ. Première chose qu'on a besoin, comme on a un seul paramètre, vous avez besoin d'un seul moment théorique. Nous avons besoin seulement du premier moment théorique. Premier moment. Pour les gens qui n'ont pas regardé mes vidéos sur l'estimateur par la méthode de moment, je vais vous mettre les liens des vidéos parce que vous allez mieux comprendre le principe de l'estimation par la méthode de moment. Je vais mettre les vidéos en description. Vous pouvez regarder ces vidéos pour mieux comprendre comment fonctionne la méthode de moment. Donc, première chose, on a besoin du premier moment théorique parce qu'on a un seul paramètre. Si on a deux paramètres, on va avoir besoin du premier moment théorique et du deuxième moment théorique. Mais on a un seul paramètre, donc on a besoin seulement d'avoir le premier moment théorique. Par définition, le moment théorique, je vais noter ça. Ce premier moment théorique, je vais noter ça M1. C'est tout simplement l'espérance mathématique de x. Si c'est le deuxième moment théorique, on va prendre espérance mathématique x carré. Donc, si c'est le deuxième moment théorique. Comme c'est le premier moment théorique, on a besoin de l'espérance mathématique de x, c'est-à-dire M1. Et on a besoin donc de déterminer ça. Et nous avons la possibilité de faire ça parce qu'on peut déterminer l'espérance mathématique de x. Allons-y. Trouvons l'espérance mathématique de x déjà. L'espérance mathématique de x déjà, c'est l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini, de x multiplié par la fonction de densité de x. Donc, je vais remplacer la fonction de densité. Donc, c'est l'intégrale, c'est 0 à plus l'infini, de x multiplié par, dans la fonction de densité, c'était 4θ fois x fois exponentielle moins x sur θ. Désormais, je connais 4θ, c'est 1 sur θ carré. Je vais remplacer désormais. Donc, vous allez directement écrire ça. Donc, c'est 4θ. 4θ, c'est 1 sur θ carré. Multiplié par x, multiplié par exponentielle de moins x sur θ. Allons-y. Donc, on va déterminer l'espérance mathématique x rapidement. Directement, ce que je vais faire sortir la constante 1 sur θ carré de l'intégrale. Donc, je vais avoir 1 sur θ carré multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Vous voyez ici, x fois x, ça fait x carré. Donc, c'est x carré multiplié par exponentielle de moins x sur θ de x. On va utiliser également ici une intégration par partie dans le but de déterminer cette intégrale-là. Donc, nous allons faire ceci. Nous allons poser u de x qui est égal à x carré ici. X carré. À partir de là, je peux trouver la dérivée de u de x, c'est u' de x. U' de x, c'est 2x parce que dérivée x carré par rapport à x, c'est 2x. Et je vais poser également v' de x. Cette partie-là, deuxième partie, c'est exponentielle moins x sur θ. Une fonction dont la dérivée est égale à v', c'est vx. Et je vous ai donné ça dès le départ même. Dans la première question, on a dit que c'est moins θ exponentielle de moins x sur θ.
Si vous dérivez cette fonction-là, vous allez trouver bien sûr exponentielle moins x sur θ. On utilise l'intégration par partie rapidement. Donc, vous avez ici 1 sur θ carré déjà. OK? Donc, je suis en train de déterminer l'expérience mathématique de x directement. OK? Je continue directement en fait pour gagner du temps. Donc là, je ne vais pas oublier 1 sur θ carré. 1 sur θ carré, c'est une constante qui va rester déjà. Je vais en fait ouvrir, si vous voulez, une grande parenthèse. L'intérieur, je vais faire l'intégration par partie. Donc, comment faire l'intégration par partie? C'est très simple. C'est très simple. Il suffit juste de prendre u de x, vous multipliez par v de x. Vous allez évaluer sur 0 à plus l'infini. Et puis, vous faites moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini de u de x, u' de x, pardon, multiplié par v de x. On va intégrer ça. Je ferme la grande parenthèse. Ça, c'est le principe de l'intégration par partie. Je vais juste remplacer. Donc, je continue. Ça, c'est 1 sur θ carré. Il ne faut pas oublier. La grande parenthèse est là. Là, ce que je vais faire, je vais évaluer. En fait, je vais remplacer u de x, v de x par l'expression. Or, c'est bien que u de x, et bien sûr, c'est x carré. Multiplié par v de x, c'est moins θ exponentielle de moins x sur θ. Donc, je vais commencer par écrire moins θ d'abord. Et je vais écrire mon x carré. Et puis, j'accompagne par moins x carré et j'accompagne par exponentielle de moins x sur θ. Et voilà. Je vais l'évaluer sur 0 à plus l'infini. Et je vais faire ici moins. Vous voyez ici, il y a un moins. Donc, lorsque vous allez faire u' de x fois v de x, il y a un signe moins qui va apparaître. Il va rencontrer le signe moins de la définition de l'intégration par partie. Là, je vais avoir plus. Donc, plus. Donc, l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Là, vous allez avoir 2x qui va multiplier θ. Donc, je vais commencer par la constante. Donc, θ multiplié par, donc je peux écrire 2θ si vous voulez. C'est juste en fait à réarranger les choses. 2θ fois x fois exponentielle de moins x sur θ. Voilà, 2x. Il y a la grande parenthèse qu'il faut fermer. On y va. Donc, je vais avoir le 1 sur θ carré qu'il faut garder tranquillement. Et j'ouvre la grande parenthèse. Là, je vais évaluer cette expression-là en plus l'infini. Il s'agit donc tout simplement de déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, déjà, je peux écrire. Hein. Donc, cette partie-là va consister à déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins θ fois x carré fois exponentielle de moins x sur θ, et puis c'est bon. Et puis après, je fais moins. Ce qu'il faut faire, c'est de remplacer cette fois-ci x par 0. Ok, en remplaçant x par 0, vous voyez bien que cette quantité va égale à 0, va devenir 0. Donc ça va faire moins 0 si vous voulez. Ok, et là, vous fermez cette première parenthèse, donc consistant à évaluer cette expression-là. Donc on vient d'évaluer cette quantité. On va continuer déjà. Ici, plus, là, cette partie-là, c'est l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Je peux faire sortir en fait 2θ dehors après. Je peux garder ça pour l'instant. 2θ. Donc l'intégrale sur 0 à plus l'infini de 2θ fois x fois exponentielle moins x sur θ dx. Je ferme la grande parenthèse. Et ça me donne 1 sur θ carré. Mais ce que vous devez savoir, la limite, même ici, cette limite, je viens de vous dire que c'était une limite remarquable. Donc ça, c'est égal à 0. Donc, vous voyez que si j'étends x vers plus l'infini, donc cette quantité-là, c'est une limite déjà qui va être remarquable. Et on va dire que ça va être égal à 0. Donc cette limite est égale à 0. Donc tout ça là, finalement, va devenir 0, cette partie. 0. Donc il va rester simplement l'intégrale que voici. Vous voyez l'intégrale, c'est donc tout simplement l'intégrale. Je peux faire sortir 2θ de l'intégrale. Donc je vais avoir ces 2θ. L'intégrale 0 à plus l'infini de x multiplié par exponentielle de moins x sur θ. Voilà. La parenthèse. Ces 2θ là, je peux l'amener dehors de la parenthèse. Donc je vais avoir tout simplement 2θ sur θ carré. θ carré, tout simplement. Il va rester à l'intérieur l'intégrale sur 0 à plus infini de x multiplié par exponentielle moins x sur θ dx. Pardon, j'ai oublié ici dx. Voilà. Alors, cette intégrale-là, j'ai trouvé déjà cette intégrale-là. Donc, je n'ai pas besoin de me casser la tête à continuer à faire l'intégration, alors que j'ai déjà en fait calculé
déterminer cette intégrale. On va juste revenir en arrière. Vous allez vous rendre compte que l'intégrale, il est là. Je l'ai déjà fait en fait dans la première question. Donc, vous n'avez pas besoin de répondre à 0. On sait bien que c'est égal à θ carré. On l'a trouvé, c'est θ carré. Donc, pas besoin de répondre à 0. Donc, je vais juste remplacer, voilà, l'intégrale, l'expression de l'intégrale, c'est θ carré. Je l'ai trouvé déjà. Donc, tout ça là, finalement, est égal à 2θ multiplié par... Or, déjà, l'intégrale ici, c'est θ carré. Donc, je vais dire que c'est multiplié par θ carré. Et ici, divisé par θ carré. Bien sûr. On peut simplifier par θ carré déjà ici. On va trouver quoi? On va trouver 2θ. On va trouver 2θ. Mais qu'est-ce qu'on est en train de chercher tout au long de ce passage? C'est l'espérance mathématique de x qu'on est en train de chercher. Donc, on vient de tomber sur 2θ. L'expérience mathématique de x est bien évidemment égale à 2θ. Et ça, c'est quoi? C'est le premier moment théorique. Rappelez-vous, je suis en train de chercher le premier moment théorique. Je vous ai dit que le premier moment théorique, c'est expérience mathématique de x. Il est égal à tout simplement 2θ. Donc, mon premier moment théorique qu'il faut déterminer, c'est égal à 2θ. Ça, c'est la première étape que je vous ai dit de suivre pour pouvoir déterminer l'estimateur par la méthode de moment pour le paramètre. En déterminant l'expérience mathématique de x, qui est le premier moment théorique, vous allez voir que vous allez tout naturellement tomber sur une expression qui dépend du paramètre θ. C'est-à-dire qu'on est M1 qui est égal à 2θ. Et après avoir trouvé le premier moment théorique, là, il suffit juste de tirer θ. Donc, j'ai besoin de tirer θ. Donc, exprimer θ en fonction du moment théorique. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je vais tirer θ. θ est égal à M1 sur combien? Sur 2. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, la première étape, on l'a fait. On a trouvé le moment théorique. Il faut juste exprimer en deuxième étape le paramètre en fonction du moment théorique. Et une fois que vous trouvez le moment théorique, la dernière étape, si vous voulez, ça, c'est la première étape que j'ai faite sans vous dire. C'est la première étape, c'est de trouver le premier moment théorique. Regardez mes vidéos précédentes pour avoir plus de détails. Donc, la première étape, j'ai trouvé le premier moment théorique. Deuxième étape, j'ai exprimé. Ça, c'est la deuxième étape. J'ai tiré le paramètre. Et la troisième étape va consister à remplacer le moment théorique par le moment empirique. Donc, ça, c'est la troisième étape. Troisième étape, c'est de remplacer le moment théorique que j'ai considéré M1 ici. Le moment théorique M1. Remplacer le moment théorique M1 par son estimateur. Par son estimateur M1 chapeau. L'estimateur M1 chapeau, on l'appelle M1 chapeau. On l'appelle quoi? Comment on l'appelle? On l'appelle moment empirique. Moment empirique. Gardez ces notions en tête. Moment empirique, ce n'est que l'estimateur du moment théorique. Donc, moment empirique est l'estimateur du moment théorique. OK? Donc, on connaît l'estimateur déjà. L'estimateur est égal à M1 sur 2. Donc, remplacer consiste à faire quoi? Remplacer M1 par M1 chapeau. Donc, ça va faire θ. On va parler de θ chapeau. θ chapeau égale à M1 chapeau. M1 chapeau sur 2. C'est ça le principe. J'ai trouvé. Donc, maintenant, il faut savoir c'est quoi le M1 chapeau. M1 chapeau, je vous ai dit que c'est le moment empirique, c'est-à-dire l'estimateur de M1. Et je vous rappelle que le premier moment empirique est noté comme ça. M1 chapeau, c'est égal à quoi? C'est égal la moyenne arithmétique, c'est somme de xi sur n. Si on parle du deuxième moment empirique, on va dire M2 chapeau. C'est égal à somme de xi carré, okay, sur n. Si on parle de kème moment empirique, on va l'appeler mk chapeau. Ça va être la somme de xi car sur n. On n'a pas besoin de tous ces moments parce qu'on a un seul paramètre. Donc, on a besoin seulement d'un seul moment, étant donné que nous avons un seul moment théorique, donc on doit avoir un seul moment empirique. Le moment empirique correspondant pour le M1, c'est égal à la somme de xi sur n. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire? Remplacer l'expression de M1 chapeau, tout simplement. Donc, θ chapeau est bien évidemment égal à somme M1 chapeau. Je remplace l'expression, c'est somme de xi sur n divisé par 2. Le 2 là. Donc, finalement, je peux arranger les choses. C'est somme de xi, pour i allant de 1 à n sur
combien? Sur 2n. Là, ça c'est la fraction là, on va voir ici 2n. Ça c'est l'estimateur par la méthode des moments pour le paramètre θ. Ils ont donné un nom dans l'exercice, on l'a dit de nommer cet estimateur T1. Donc, je peux dire que T1 est égal à θ chapeau si vous voulez. C'est égal à somme de xi sur 2n. Ok, on vient de trouver l'estimateur par la méthode des moments pour le paramètre θ. D'accord? C'est T1 qui est égal à la somme de xi sur 2n. La question qui suit, c'est la question 3, qui est subdivisée en 3 sous-questions. La question I nous dit T1 est-il non biaisé? On va voir si c'est un estimateur sans biais. Et par la suite, on va voir est-ce que c'est un estimateur convergent. Et enfin, nous allons démontrer est-ce que c'est un estimateur efficace. Cette dernière question, je vais la combiner à la question qui va suivre au niveau de la quatrième question ici, efficacité. Donc, on va aller voir ça en dernière position. Donc, on va commencer par les deux questions-là. T1 est-il non biaisé et T1 est-il convergent? Donc, on va passer à la question 3 rapidement. Question 3. Question 3. La partie, la question I, donc la sous-question I. Vérifions voir si θ1 est un estimateur sans biais. Et pour les gens qui ont regardé plusieurs fois mes vidéos, on sait très bien que pour voir si un estimateur est sans biais, on a besoin de déterminer l'espérance mathématique de l'estimateur. On a besoin de voir si l'espérance mathématique de l'estimateur est égale exactement au paramètre θ. Ça, c'est la question qu'on se pose. Si on trouve que c'est égal à θ, on va dire que c'est un estimateur sans biais. Pour cela, nous avons besoin de déterminer l'espérance mathématique de T1. L'espérance mathématique de T1 est tout simplement égale espérance mathématique de, je remplace l'expression de T1. T1, c'est somme de xi sur 2n. Donc, c'est somme pour i allant de 1 à n et xi sur 2n. Donc là, je trouve que c'est égal, tout simplement. Dans tous les cas, 2n va rester en bas, pas de problème. Donc, c'est une constante, elle va rester. L'espérance mathématique va aller directement en haut. Donc, on va trouver l'espérance mathématique de somme pour i allant de 1 à n et xi. Là, je vais utiliser la linéarité de l'espérance mathématique et vous allez voir que tout va devenir facile. Donc là, je vais trouver que c'est espérance mathématique, si vous voulez, de x1 plus x2 plus ainsi de suite. À la fin, ici c'est xn. Là, je divise par 2n. Ça, c'est égal. La linéarité de l'espérance mathématique me permet de dire que c'est tout simplement la somme des espérances. Donc, c'est l'espérance mathématique de x1 plus espérance mathématique de x2 plus ainsi de suite jusqu'à la fin, espérance mathématique de xn divisé par 2n. Rappelez-vous, x1, x2 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes et identiquement distribuées. Identiquement distribuées, c'est-à-dire qu'elles ont la même loi. Et comme elles ont la même loi, par conséquent, elles ont la même espérance mathématique. Donc, du coup, ici, je vais dire qu'il y a égalité des espérances mathématiques. Par conséquent, en disant cela, elles sont toutes égales à une espérance mathématique équivalente. Et ici, espérance mathématique de x tout court. Donc, ça veut dire que espérance mathématique x1, c'est égal à espérance mathématique x tout court. La même chose également ici, c'est la même chose. Elles sont toutes équivalentes. Elles sont toutes égales à l'espérance mathématique de x tout court. Par conséquent, là, je vais avoir ici la somme de l'espérance mathématique de x, combien de fois? N fois. Donc, ça va me donner n fois espérance mathématique de x tout. N fois espérance mathématique. Je divise par n, je divise par 2n. OK. Là, je sais que l'espérance mathématique de x, quelque part, je l'ai trouvé. C'est à ce niveau-là. On a trouvé que c'est égal à 2θ. Par conséquent, je vais juste remplacer ça. Donc, là, je vais avoir tout simplement n fois 2θ. N fois 2θ divisé par 2n. Je peux faire quelques simplifications. Si je peux simplifier par n ici, je simplifie par 2 également. Il va rester quoi? Il va rester θ. Et qu'est-ce que j'étais en train de déterminer? J'étais en train de déterminer quoi? C'est l'espérance mathématique de T1 que j'étais en train de déterminer. Et j'ai trouvé que c'est égal à θ. Espérance mathématique de T1 est bien égal à θ. Et à partir de là, qu'est-ce que je peux conclure? Je peux conclure que, tout simplement, T1 est un estimateur sans biais. Et sans biais. C'est un estimateur sans biais.
pour le paramètre θ. C'est la question qui suit. Et I. On va voir T1 est-il convergent? C'est la question. Comment faire? Comment voir si T1 est un estimateur convergent? On a besoin de la variance de T1. Okay? Si on trouve la variance de T1, on va déterminer sa limite. La limite lorsque n tend vers plus l'infini. Si on trouve que la limite de la variance de T1, lorsque n tend vers plus l'infini, si c'est égal à 0, on va dire que c'est un estimateur convergent. Voilà, donc c'est très simple. Donc on a besoin de variance de T1. Comment trouver la variance de T1? C'est très facile. La variance de T1, c'est tout simplement égal variance, je remplace l'expression de T1, c'est la variance de somme pour i allant de 1 n de xi sur 2n. Okay? Et là, concernant le principe de la variance, vous savez très bien que lorsque vous avez une constante à l'intérieur, on peut la faire sortir de la variance, mais tout en l'élevant au carré. Donc 2n ici étant une constante, je peux la faire sortir, mais je vais élever au carré. Donc par conséquent, je vais dire que c'est 1 sur 2n. Et 2n là, je vais donc la constante ici. 1 sur 2n là, ça doit être élevé au carré. Je multiplie par la variance de ce qui reste ici, somme, ce qui est au numérateur, somme ici. Alors, là, je vais trouver 1 sur 2n carré. 1 sur 2n carré, donc ça va faire 2n carré, ça fait 4n carré. 4n multiplié par la variance de la somme. Donc, c'est la variance de x11, si vous voulez, plus x2, ainsi de suite, à la fin. Et on sait très bien qu'x1, x2, x3 jusqu'à xn sont des variables aléatoires indépendantes. Comme elles sont indépendantes, donc si on détermine la variance de la somme, ça va devenir tout simplement la somme des variances. Donc, ça, c'est grâce au fait qu'on a une indépendance entre les variables aléatoires. Donc, c'est 1 sur 4n carré. Et là, je vais avoir tout simplement variance de x1, tout ça, plus variance de x2, plus 1, ici, variance de x. Alors, étant donné que x1, x2, jusqu'à xn sont des variables aléatoires identiquement distribuées, c'est-à-dire qu'elles ont la même loi. Et comme elles ont la même loi, elles doivent avoir la même variance. Donc ici, ces variances-là sont équivalentes. Elles sont équivalentes à une variance unique qui est la variance de x tout court. Donc c'est 1 sur 4n carré. Là, je vais avoir variance de x1, c'est égal à tout simplement variance de x. Elles ont la même variance. Également ici, c'est variance de y. Ainsi de suite. Également, c'est variance de x. Donc je vais avoir ici 1 sur 4n carré multiplié par n fois variance de x. Est-ce que c'est la variance de x combien de fois n fois ici? Donc n fois variance de x. Je peux faire déjà une simplification ici. Je peux simplifier par n ici. Il va rester au numérateur. Variance de x tout court divisé par 4 fois n. Et là, ici, par n, il va rester 4n. J'ai n carré ici. Donc par n, ça va rester n. 4n. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est toujours la variance de T1 que j'ai comme ça. Donc ça, c'est la variance de T1. Mais je n'ai pas terminé. Parce que je ne connais pas la variance de x. Il faut que je détermine la variance de x. Mais ce n'est pas compliqué aussi. Parce que la variance de x, je sais que la variance de x, en fait, lorsque j'ai une variable aléatoire x, la variance de x, c'est espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x, de tout élevé au carré. Je connais l'espérance mathématique de x tout court, mais je ne connais pas l'espérance mathématique de x carré. Je peux déterminer l'espérance mathématique de x carré. On peut aller le faire. Déterminons l'espérance mathématique de x carré. C'est très bien que c'est l'intégrale 0 à plus l'infini, d'accord, de x carré, en x carré, vous multipliez par la fonction de densité de x que j'ai. Il suffit juste de remplacer maintenant la densité de x. Là, donc, c'est l'intégrale 0 à plus l'infini de x carré. La fonction de densité, je sais que c'est 1 sur θ carré, multiplié par x, multiplié par exponentielle de moins x sur θ de x. La constante, je peux la faire sortir dehors. C'est-à-dire 1 sur θ carré, je peux être dehors.
S θ carré multiplié par l'intégrale sur 0 à plus de x au cube, parce que j'ai x au carré fois x ici, ça fait x au cube, multiplié par exponentielle de moins x θ dx. C'est pas compliqué, il suffit de passer aussi par une intégration par partie pour trouver cette intégrale. Pour cela, je vais faire ceci. Posons la fonction u de x est égale à cette première partie, x au cube. À partir de là, je peux trouver la dérivée de u, c'est u' de x. C'est tout simplement 3x au carré. Très facile. C'est les dérivées x au cube par rapport à x. Ça fait 3x carré. La v' de x, je vais poser aussi v' de x qui est égal à exponentielle, deuxième partie, exponentielle moins x sur θ. Et déjà plusieurs fois, je vous ai dit que la fonction v de x étant la primitive, c'est-à-dire la fonction dont la dérivée va me donner v'. Donc je dis que c'est moins θ exponentielle de moins x sur θ. Si vous prenez cette fonction, vous la dérivez, vous allez trouver x sur θ. Et j'applique le principe de l'intégration par partie. Nous n'allons pas oublier 1 sur θ carré qui est là, il faut garder ça. 1 sur θ carré. Puis je vais faire l'intégration par partie dans l'intérieur de cette grande parenthèse. Le principe va rester le même. C'est de prendre u de x et vous multipliez par v de x. Vous allez l'évaluer sur 0 à plus l'infini. Faites moins l'intégrale sur 0 à plus l'infini. Prenez u', vous multipliez v de x. Donc, vous allez prendre ici u' de x. Vous allez prendre u' de x multiplié par v de x. X. Je ferme la grande parenthèse. On va remplacer. Donc, on a ici 1 sur θ carré. J'ouvre la grande parenthèse. Là, je vais remplacer u de x par son expression. U de x, c'est x au cube multiplié par v de x. Alors là, c'est moins θ. X au cube. X au cube fois exponentielle de moins x sur θ. On va évaluer ça sur 0 à plus l'infini. Moins, il y a le signe moins qui va y avoir. Lorsque vous allez faire u' fois v de x, il y a un signe moins. Il y a le signe moins de la définition. Donc, ils vont se rencontrer, ça devient positif. Plus ici, donc c'est 0 à plus l'infini. L'intégrale 0 à plus l'infini, u' de x fois v de x. Donc, on va avoir ici 3 θ, 3 θ fois x au carré fois exponentielle de moins x. Donc, je vais avoir ici 1 sur θ carré. Une parenthèse. Là, en fait, je vais d'abord évaluer en plus l'infini. Donc, il faut déterminer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins θ fois x au cube fois exponentielle de moins x sur θ. D'accord? Après, on va évaluer en 0. En évaluant en 0, on va remplacer x par. Là, vous allez voir que tout ça, ça va devenir 0. Donc, ça va faire finalement moins 0 si vous fermez la part. Plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de 3 θ au carré. Donc, je vais l'intégrale de 0 à plus 2. 3 θ au carré fois exponentielle de moins x sur θ. Comme la grande parenthèse. Cette limite que vous avez, est une limite remarquable. Il suffit juste de voir. Lorsque x tend vers plus l'infini, vous avez x au cube fois exponentielle de moins x sur θ. Donc, évaluer la limite là en plus l'infini. Ça, c'est une limite remarquable. Ça va donner 0 également. Ça, c'est égal à 0. Donc, tout ça là va devenir 0 finalement. Cette partie est égale à 0. Il va rester seulement l'intégrale là. Donc, on va avoir donc 1 sur θ carré, qu'il ne faut pas oublier, multiplié par l'intégrale que nous avons ici. L'intégrale. En faisant ça, je peux faire sortir déjà la constante ici, 3 θ. L'intégrale, c'est 0 à plus l'infini de x au carré fois exponentielle de moins x sur θ. Voilà, ici, on va être un peu astucieux parce que nous n'avons pas besoin de nous casser la tête pour trouver l'intégrale là. C'est très facile. On va juste essayer de faire sortir une expérience mathématique. Parce qu'on a déjà l'expérience mathématique de x qu'on a déterminée. Vous vous rappelez, on a trouvé que l'expérience mathématique de x, je crois que c'est
On avait trouvé que c'est 2θ. Et on sait très bien qu'on peut avoir une expression, on peut faire sortir une expression de l'espérance mathématique quelque part ici. Ça va être très facile. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que vous allez voir, je vais jongler, vous montrer. En principe, l'espérance mathématique de x, si vous vous rappelez, c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de x fois la fonction de densité de x. C'était ça. Mais l'expression, moi, je me rappelle très bien, quand j'ai remplacé, j'ai trouvé que c'est 0 à plus, l'intégrale de 0 à plus l'infini de x multiplié par 1 sur θ au carré, multiplié par x, ça c'est la densité de x que je suis en train de remplacer. Ça c'est fois exponentielle de moins x sur θ dx. Quelque part déjà, j'ai dit que c'était en fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de, c'était 1 sur θ au carré, multiplié par x fois x, ça fait x carré, multiplié par exponentielle de moins x sur θ dx. Vous voyez bien, il y a une ressemblance assez marquante. C'est-à-dire vous avez cette partie-là. Il me reste seulement 1 sur θ carré, vous voyez. Il me reste 1 sur θ carré seulement pour avoir l'espérance mathématique. Comme étant donné c'est une constante, c'est facile de jongler et faire sortir la constante 1 sur θ carré. Et de là, je vais remplacer directement l'espérance mathématique. Je vais directement avoir l'espérance mathématique, je vais la remplacer par 2θ. C'est ça que il faut être astucieux pour gagner du temps. Donc en fait, on va faire ça. Je vais avoir ici 1 sur θ carré. Déjà qui est là. Donc, je peux la faire rentrer à l'intérieur. Vous voyez? J'ai 1 sur θ carré, je peux la faire rentrer à l'intérieur. En faisant rentrer à l'intérieur, je vais avoir directement l'espérance mathématique. Donc, je n'ai pas besoin même de me casser la tête. Donc, je vais garder ici 3θ. OK, je vais garder ça. Et je vais faire rentrer cette constante à l'intérieur de l'intégrale. Et je vais avoir donc l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 sur θ carré fois x au carré fois exponentielle de moins x θ dx. Et là, qu'est-ce que vous remarquez? Je viens de trouver qu'il s'agit de l'espérance mathématique de x. Ça, déjà, je vous ai montré que ça, c'était l'espérance mathématique de x que je vous ai écrite. Et vous voyez que la ressemblance, elle est là. C'est bien exactement l'espérance mathématique de x que j'ai à ce niveau. Donc ça, c'est égal à l'espérance mathématique de x. Et c'est bien évidemment est égal à 2θ. Vous voyez? Donc, tout devient encore très facile. Tout devient très facile. Donc, je vais trouver finalement que ça, tout ça là, ça va être égal à 3θ multiplié par, maintenant, l'intégrale que j'ai ici, c'est 2θ. Donc, j'ai dit que c'est multiplié par 2θ. Voilà. Donc, tout ça, ça va devenir 3 fois 2 qui va être égal à 6. θ fois θ carré. Donc, ça fait 6θ carré. Wow. Donc là, je viens de trouver, qu'est-ce que je viens de trouver comme ça? C'est l'espérance mathématique de x carré que je viens de trouver. Donc, l'espérance mathématique de x carré, l'espérance mathématique de x carré égale à 6θ carré. Très bien. Une fois que je trouve ça, je peux déterminer la variance de x. Parce que n'oublie pas, c'est la variance de x qui m'intéresse. Une fois que je trouve la variance de x, je vais remplacer ça au niveau de la variance de t1, qui est égale à la variance de x sur 4n. Donc, j'ai besoin de la variance de x. Je connais déjà l'expérience mathématique de x carré. Donc, je peux trouver directement la variance de x. Donc, la variance de x, finalement, est égale à tout simplement 6θ carré. Parce que l'espérance mathématique de x carré, c'est 6θ carré que je viens de trouver. 6θ carré moins l'espérance mathématique de x. L'espérance mathématique de x au carré. L'espérance mathématique de x, c'est quoi? C'est 2θ. Je vais élever au carré. Donc, ça va faire, donc, ça va me donner 6θ carré moins 4θ carré. 6θ carré moins 4θ carré, ça va me donner tout simplement 2θ carré. La variance de x, finalement, donc, est égale à 2θ carré. Voilà. C'est égal à 2θ carré. Donc, je peux venir au niveau des variances de T1 pour remplacer. Donc, la variance de T1, finalement, que je vais trouver, en fait, c'est tout simplement variance de x qui est égale à 2θ carré. Donc, ça fait 2θ carré sur combien? Sur 4n. Je vais faire des simplifications ici. Je vais simplifier combien? Par combien? Par 2. Là, je vais trouver donc θ carré sur 2n. Ça, c'est la variance de T1. Très bien. Quand je connais la variance de T1, c'est très facile. La variance de T1 est égale à θ carré sur 2n. Il est temps maintenant de déterminer quoi? De déterminer la limite. Limite lorsque n tend vers plus l'infini, la variance de T1
c'est égal à θ carré sur 2 fois plus l'infini, parce que n est plus l'infini, tend vers plus l'infini. Donc finalement, tout ça là, ça va faire, si vous voulez, 2 fois plus l'infini, 2 fois plus l'infini. Or, on sait très bien que c'est θ carré de plus l'infini, si vous voulez. Donc ça fait 0. Donc c'est θ carré sur l'infini. Ça fait 0. Et on vient de prouver que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, la variance de T1 c'est égal à 0. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que tout simplement T1 est un estimateur convergent. T1 est convergent. Un estimateur convergent pour θ. Et voilà, on vient de répondre à la question. C'est très facile. Le plus challengeant, c'est de trouver la variance de T1. Une fois que vous connaissez la variance de T1, la limite va être très facile le plus souvent. Donc la limite ici, c'est égal à 0. Donc on dit que T1 est convergent. Il va nous rester, bien évidemment, de prouver que c'est un estimateur efficace que vous avez ici. Mais je vais faire ça juste après. Mais je vais garder ça. Je vais passer directement à la quatrième question. Cette question T1, je vais la réserver à la question, au niveau de la question 4. On va combiner les deux, efficacité de T2 et T1 en même temps. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez voir que j'ai besoin de déterminer ce qu'on appelle la borne de Cramer-Rao qui va nous exiger d'avoir la fonction de vraisemblance. On va construire d'abord l'estimateur de 2 au sens du maximum de vraisemblance. Quatrième question, sous question I, trouvons un estimateur T2 au sens du maximum de vraisemblance pour le paramètre θ. Ça, l'objectif, c'est de trouver un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre θ. Là, on va noter ça T2. Pour cela, vous avez besoin de déterminer ce qu'on appelle la fonction de vraisemblance. D'accord? La fonction de vraisemblance de l'échantillon. X1, ainsi de suite jusqu'à Xn. C'est ça l'objectif. Une fois qu'on trouve ça, on va déterminer par la suite la fonction de log vraisemblance. Commençons d'abord par la fonction de vraisemblance. Je vais noter ça L comme ça. La fonction de vraisemblance, en fait, L, c'est tout simplement le produit des fonctions de densité individuelles. En fait, il s'agit ici de prendre les fonctions de densité, f de xi, les f de xi, θ. On va faire le produit, c'est-à-dire quoi? Je vais dire que c'est la fonction de densité de x1, d'accord? Multiplié par la fonction de densité de x2, ainsi de suite jusqu'à la fin, la fonction de densité de xn. C'est ça, en fait, il s'agit. C'est ça la fonction de vraisemblance. Prendre le produit des fonctions de densité. Alors, allons-y. Nous connaissons déjà la fonction de densité de x1. C'est très facile parce qu'on a une fonction de densité de base. Allons-y. Donc, on va commencer par la fonction de densité de x1. C'est 1 sur θ carré multiplié par x1. Très important, c'est x1 par exponentielle de moins x sur θ. Je multiplie par la fonction de densité de x2. C'est 1 sur θ carré multiplié par x2 par exponentielle, pardon, ici c'est x1, j'ai oublié. Là, chaque fois, vous allez remplacer les x ici. Au niveau de la fonction de densité de x1, toutes les x sont remplacées par x1, x1. Vous avez donc ici la fonction de densité de x2, c'est 1 sur θ carré fois x2, multiplié par exponentielle de moins x2 sur θ. Donc, je viens de faire, ça c'est la fonction de densité de x2. J'ai fini par, je continue jusqu'à la fin, la fonction de densité de xn, la fonction de densité de xn jusqu'à la fonction de densité de xn, c'est 1 sur θ carré multiplié par xn par exponentielle de moins xn sur θ. Et voilà. Ce que vous devez savoir, j'ai 1 sur θ carré qui se répète à chaque fois. Donc, on peut la garder, on va garder une seule. Donc, c'est 1 sur θ carré. On va élever à la puissance n. Comme c'est une constante qui se répète ici, on va l'avoir jusqu'à n fois parce qu'on va avoir n fonctions de densité, vous le savez. Vous allez aussi avoir x1, x2 qui sera multiplié par x2, ainsi de suite jusqu'à xn. Ce qu'on a, on va voir ici, c'est le produit en fait. Le produit. Ce qui est en fait, on a ici, en train de faire le produit. Et x1, x2 jusqu'à xn, je peux condenser en fait tout ensemble. Ici, je vais dire que c'est produit de xi. C'est la même chose. Et je vais avoir x1 fois x2, ainsi de suite jusqu'à xn. C'est une manière en fait condensée d'écrire en fait le produit là. Il va rester les fonctions exponentielles. Vous allez voir que à chaque fois j'ai exponentielle de quelque chose. Exponentielle de moins x1 sur θ. Ici j'ai exponentielle de moins x2 sur θ.
Et jusqu'à ici, j'ai exponentielle de moins xn sur θ. Donc, je peux garder une seule fonction exponentielle. Et je vais en fait avoir exponentielle de moins. En fait, là, je vais faire tout simplement. Là, le signe moins, je peux garder un seul signe moins ici. Donc, moins. Et je vais sommer les puissances. Ici, x1 sur x1. J'ai juste factorisé les signes moins ici. Donc, je vais avoir moins x1 sur θ. Il va rester ici x1 sur θ. Plus là, x2 sur θ. Et ainsi de suite. Alors, jusqu'à la fin. Plus xn sur θ. Ça, c'est la fonction de vraisemblance comme ça. Il nous faut maintenant déterminer la log vraisemblance. La log vraisemblance, c'est ce que nous allons utiliser tout à l'heure. La log vraisemblance. La log vraisemblance n'est pas compliqué à voir. Donc, je peux noter ça L de cette façon. C'est le logarithme de la fonction de vraisemblance. Log de grand L. Le logarithme de L. D'accord? Ok, logarithme de L. Et je connais l'expression de la fonction de vraisemblance. Donc, il suffit de déterminer le logarithme de l'expression que j'ai à ce niveau. Donc, c'est-à-dire logarithme de 1 sur θ carré de tout à la puissance n. OK? Multiplié par le produit pour i allant 1 à n de xi. OK? Multiplié par exponentielle. Vous savez, ici, au niveau de la fonction exponentielle, là, je peux écrire autrement même à ce niveau-là. Je peux factoriser par 1 sur θ. J'aurais pu le faire ici, dès ici, hein, mais je n'ai pas pu le faire. J'aurais pu le faire ici. Je peux écrire cette fonction exponentielle-là. Je peux dire que c'est exponentielle de moins 1 sur θ. Vous allez voir ici, je vais avoir x1 plus x2, ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'à xn. Et cette somme-là, on peut l'écrire autrement. On peut dire que c'est simplement somme de xi. Et on peut l'écrire somme de xi, cette somme-là. Donc, tout va devenir exponentielle de moins somme de xi sur θ. Donc, je peux l'écrire ici, c'est exponentielle de moins somme de xi sur θ. Désormais, c'est normalement la fonction de vraisemblance comme ça. Alors, logarithme de ça fois ça fois ça, c'est comme si vous avez a fois b fois c. Et si vous déterminez le logarithme du produit de a, b fois c, c'est log de a plus log de b plus log de c. Log de a plus log de b plus log de c. C'est exactement ce qu'il faut faire. Et là, donc, ça, c'est mon a, si vous voulez. Ça, c'est mon b. Ça, c'est mon c. Finalement, donc, ça va être le logarithme de 1 sur θ carré de tout à la puissance n. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez 1 sur θ carré de tout à la puissance n, on aurait pu l'écrire autrement dès ici. Hein. La puissance n va être 1 à la puissance n qui va être égal à 1. J'aurais pu mettre, donc ça va faire ici 2n. Donc, c'est-à-dire que ça, j'aurais pu l'écrire comme ça. C'est la même chose. Parce que là, je vais avoir θ à la puissance 2, le tout à la puissance n qui va faire donc θ à la puissance 2n. Donc, désormais, donc, je vais dire que c'est 1 sur θ à la puissance 2n. Donc, ça, c'est log de ça. Plus mon b, c'est log de tout ça, log du produit. I allant de 1 à n de xi. Log de produit. Plus log de exponentielle de moins somme de xi sur θ. Comme la parenthèse. Or, je sais bien que logarithme de 1 sur quelque chose, c'est-à-dire si j'ai le logarithme de 1 sur b, est égal à moins logarithme de b. C'est ça en fait. Ça, c'est une propriété de logarithme. Donc, c'est moins logarithme de b. Par conséquent, écrire ça de cette façon va consister à écrire moins log, ça va être log de, moins log de θ à la puissance 2n. Mon b, c'est θ à la puissance 2n. Donc, c'est ça. Et cette partie, je vais pas me casser la tête parce qu'elle ne contient pas le paramètre θ. Je ne vais pas développer ça. Je garde ça comme ça. Ça ne m'intéresse pas parce que tout à l'heure, quand je vais dériver, vous allez voir que ça va être égal à 0. Donc, je vais garder ça comme ça. Produit de xi. Là, je vais utiliser une propriété de la fonction log qui dit que log de l'exponentielle de quelque chose, l'exponentielle a par exemple, c'est tout simplement
égale à exactement ce qui est au niveau de la fonction exponentielle, c'est-à-dire c'est égal à a. Ça, c'est une propriété de la fonction log. Log de l'exponentielle de quelque chose, c'est exactement cette chose, c'est-à-dire que a ici. Bon, pour moi, ici, mon a, c'est moins somme de xi sur θ. Par conséquent, log de tout ça, ça revient tout simplement à prendre ce qui est au niveau de l'exponentielle. Moins somme de xi sur θ. C'est que je vais avoir, c'est ce qui est au niveau de la fonction exponentielle. Moins somme de xi sur θ. Là, je vais utiliser une autre propriété. Log de θ à la puissance 2n. On sait très bien que log de, ça c'est une propriété de la fonction log, c'est notre propriété. Log de a à la puissance x, tout simplement la puissance qui descend, x, et on fait log de ce qui est en bas de la puissance, c'est log de a. C'est ce que je vais appliquer. Moi, puissance de c'est 2n, donc je vais avoir ici moins 2n, fois log de ce qui est en bas. En bas, c'était ce qui est en bas, c'est θ. Plus, je complète, plus log de, du produit pour i allant de 1 à n et xi. Après moins, somme de xi de θ. Très bien. Il est temps maintenant de passer à l'étape suivante. Une fois qu'on a la log vraisemblance, on va passer à l'étape, si vous voulez, la dernière si vous voulez. La dernière va consister tout simplement à poser la dérivée de la log vraisemblance par rapport au paramètre en question, c'est-à-dire par rapport au paramètre θ. Ça revient tout simplement à dériver cette partie, et on va dériver cette partie, parce que cette partie-là ne contient pas θ, la dérivée c'est égal à 0. Alors là, j'ai une constante moins 2n, je garde ça tranquille. Alors, si je vais dériver log de θ par rapport à θ, c'est très simple. Vous savez que c'est 1 sur θ, c'est très facile. Il suffit juste de se rappeler la propriété qui dit que log de u, d'une fonction u, hein, si vous dérivez log d'une fonction u comme ça, c'est u' sur u. Moi, mon u, en fait, c'est θ. Si vous prenez θ, vous dérivez ça par rapport à lui-même, c'est 1. Raison pour laquelle j'ai trouvé tout à l'heure que c'est 1. Et vous savez que u est égal à θ, donc en remplaçant u par son expression, ça fait 1 sur θ. Raison pour laquelle j'ai 1 sur θ ici. Cette partie ne contient pas θ, donc dériver ça, ça fait 0. Il me reste maintenant cette partie-là. Alors là, j'ai une constante qui voulait somme de xi, je peux garder ça tranquille, mais j'ai 1 sur θ qui se cache quelque part ici, 1 sur θ. C'est comme si j'ai somme xi multiplié par 1 sur θ, c'est ça en fait que j'ai. Donc, cette somme xi, je peux la garder tranquille, mais 1 sur θ, je vais la dériver. Dériver soit par rapport à θ. On sait très bien que dériver 1 sur θ, c'est tout simplement moins 1 sur θ carré. Vous le savez, c'est très facile. C'est comme si j'ai une fonction 1 sur f que je suis en train de dériver. 1 sur f, si vous dérivez 1 sur f, on sait très bien que c'est moins f, f', c'est-à-dire la dérivée de la fonction f, divisé par f au carré. Si vous voulez, pour mon cas, ma fonction f, c'est tout simplement θ. Hein? Donc, si je dérive θ par rapport à lui-même, ça fait 1. Donc, ça va faire moins 1 sur f au carré. F étant ici θ, donc ça fait θ carré. Donc, je vais avoir ici, c'est moins 1 sur θ carré. C'est la dérivée de 1 sur θ. Et voilà, donc je viens de finir en fait la dérivée de la log vraisemblance par rapport à θ. Je l'égalise à 0. Ok, ça c'est une équation que je vais résoudre. On va en fait arranger les choses. Donc nous allons avoir ici quoi? Nous allons avoir déjà moins 2n sur θ. Okay? Moins 2n sur θ. Moins, il y a un signe moins qui est là et le signe moins qui est là. Donc ça fait plus. Et donc on va avoir somme de xi. Somme de xi sur θ carré est égal à 0. Je vais faire en fait, je vais factoriser par 1 sur θ. On va factoriser par 1 sur θ. En factorisant par 1 sur θ, on va trouver quoi? On va trouver déjà ici, il va rester combien? Il va rester moins 2n. Et il va nous rester ici plus somme de xi sur θ. Parce que nous avons factorisé par 1 sur θ. Si vous développez, vous allez trouver la même expression. J'égalise ça à 0. Pour que cette expression-là soit égale à 0, vous savez que déjà 1 sur θ ne peut pas être égal à 0. C'est cette partie-là qui doit être égale à 0. D'accord? Pour cela, donc, nous allons dire que cela implique donc dire que moins 2n plus somme de xi sur θ est égal à 0. Et je vais tout simplement remballer moins 2n si vous voulez de l'autre côté. Donc, je vais trouver somme de xi sur θ est égal à 2n. On va tirer θ dans cette expression. Donc, je peux déjà continuer à faire une règle de 3 ici. Somme de xi est égal à 2n fois θ. Je vais tirer θ. θ, c'est égal à tout simplement somme de xi sur 2n.
Ça, c'est mon θ chapeau. Ça, c'est l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. On nous a dit de nommer ça T2. Donc, T2 est égal à T chapeau, max, maximum de vraisemblance, égal à la somme de xi sur 2n. Vous voyez bien, en fait, l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance et la méthode des moments, ils sont équivalents. On a trouvé par la méthode de moment, c'était somme de xi sur 2n. C'est pourquoi je vous ai dit que je vais combiner la question précédente, la question 3.i, je pense. Je vais la faire ici aussi parce que c'est pourquoi je vais garder en fait. Je vais faire la question dernière de la méthode de moment. Je vais la faire ici parce que les deux estimateurs sont équivalents. Donc, quelle est la question qui suit? Quelle est la question qui suit? On nous dit T2 est-il sans biais, convergent, efficace? On n'a pas besoin de se casser la tête à répondre à ces deux questions parce que nous avons vu que T1, et T2 sont équivalents. C'est-à-dire que ici, nous avons vu que T1 et T2 sont équivalents. Et c'est tout simplement somme de xi sur 2n. Et nous avons trouvé déjà que T1 est sans biais. Comme T1 et T2 sont équivalents, ça veut dire que T1 et T2 sont tous sans biais. Donc, on sait que T1 était on avait démontré que c'est un estimateur sans biais. Par conséquent, T2 même est un estimateur sans biais. Convergent, on avait vu que T1 est convergent. On l'avait déjà démontré. Par conséquent, T2 aussi est convergent. Parce que c'est la même chose. T1 et T2 sont équivalents. Il me reste seulement à démontrer que est-ce que T1 et T2 sont des estimateurs efficaces. Il me suffit de démontrer que T1 est efficace. Il suffit de démontrer que T1 est efficace et je vais dire que T2 est efficace parce que ces deux estimateurs sont équivalents. Ils sont les mêmes, ils sont égaux. T1 ou bien T2, peu importe. T1 est-il efficace? Dans ce moment, je vais le faire. Comment montrer si T1 est efficace? Pour cela, j'ai besoin de déterminer ce qu'on appelle la borne de Cramer-Rao du paramètre θ. OK? Si j'arrive à trouver que la borne de Cramer-Rao du paramètre θ, si c'est égal à la variance de T1, on va conclure que c'est un estimateur efficace. OK? Donc, j'ai déjà en fait variance de T1. Je ne me casse pas la tête. Je connais déjà la variance de T1 et même la variance de T2 parce que T1 et T2 sont équivalents. Donc, leurs variances sont égales. Mais il me faut d'abord la borne de Cramer-Rao du paramètre θ pour qu'on puisse en fait conclure. La borne de Cramer-Rao du paramètre θ, c'est égal à 1 sur l'information de Fischer. Mais l'information de Fischer, même, on peut trouver ça rapidement. L'information de Fischer du paramètre θ, c'est tout simplement moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Donc, il me faut d'abord trouver l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Mais j'ai déjà la première dérivée, c'est-à-dire la première dérivée L'. J'ai déjà ça, donc je peux la rappeler et puis je vais faire la dérivée seconde tout de suite. La dérivée première que j'ai effectuée, c'est bien évidemment cette partie-là. C'est ça la dérivée première, je vais la prendre. C'est moins 2n sur θ plus somme de xi sur θ au carré. Voilà, donc ça c'est la dérivée première. La dérivée seconde, c'est de prendre la dérivée première et la dérivée, en fait. Si vous voulez, c'est de prendre la dérivée première et on va la dériver par rapport au paramètre θ. C'est ça, en fait, la dérivée seconde. On y va. Donc, on va dériver cette partie déjà. OK. Donc, on va déjà voir que... Je peux écrire autrement, en fait, cette partie pour que vous puissiez voir clairement. Donc, je peux dire que c'est moins 2n. Je vais la faire. C'est comme une constante qui est là, multipliée par 1 sur θ. Et j'ai ici plus... J'ai cette fois-ci une somme xi qui multiplie 1 sur θ au carré. D'accord? Donc, ce que je vais faire, donc, moins 2n, on va garder ça, c'est une constante. OK? Maintenant, je vais dériver, je multiplie par, en fait, la dérivée de 1 sur θ. La dérivée de 1 sur θ, je vous ai déjà donné la dérivée de 1 sur θ. On sait très bien que c'est moins 1 sur θ carré. On l'a déjà fait une fois. Mais la dérivée ici, donc plus, somme xi, comme c'est une constante ici, cette partie, ne dépend pas du paramètre. Mais cette partie-là, multipliée par la dérivée de cette partie. La dérivée de 1 sur θ carré. Même principe. Je vous rappelle que tout à l'heure, j'ai posé ici mon f était étant, mais cette fois-ci, c'était θ carré. Donc, si je vais dériver 1 sur f, je vais utiliser le même principe, c'est moins f' sur f carré. OK. Donc, déjà, mon f, c'est quoi? Donc, je vais remplacer.
Donc la dérivée déjà ça fait moins, il y a le signe moins de là. Dérivée θ carré par rapport à θ, ça fait quoi? Ça fait 2θ. Donc ça fait moins 2θ. Là, je suis en train de dériver f par rapport à θ. Donc c'est 2θ. Divisé par f carré. F carré, donc c'est θ carré. Divisé par θ carré au carré. Parce que f carré, on dit θ carré au carré. Donc là-bas. Je viens de terminer. Je vais arranger. Donc j'ai en fait moins 2n. Il y a le signe moins ici. Donc ça va faire 2n sur moins, ça fait plus. Donc c'est θ au carré. Plus. Là, je peux faire déjà quelques simplifications. Mais avant de faire ces simplifications-là, je vais déjà avoir le signe moins ici. Donc, au lieu de plus, ça va être moins ici. Moins somme de xi multiplié par... Je peux simplifier ici par θ, si vous voulez. Simplifier par θ. Mais ici, c'est θ à la puissance 4. Parce que si je fais θ carré au carré, ça fait θ à la puissance 4, vous voyez. θ à la puissance 4. Donc, si je simplifie... Si je simplifie par θ, il va rester θ au cube en bas. Donc, ça va faire... Donc, il y a le signe moins qui est sorti. Il va rester 2 sur θ au cube. Alors, ça, c'est la dérivée seconde. Je peux en continuer à l'arranger un peu. Je vais arranger ça. Ça va faire 2n sur θ au carré moins... Donc, il y a la constante 2 sur θ au cube. On peut la ramener aussi. C'est 2 sur θ au cube fois somme de xi. Mais moi, ce que j'ai besoin, c'est l'espérance mathématique. L'espérance mathématique de la dérivée seconde, c'est quoi? C'est l'espérance mathématique de tout ça. C'est l'espérance mathématique de 2n sur θ au carré, moins 2 sur θ au cube, somme de xi, en parenthèse. L'espérance mathématique va aller au niveau de la somme, là où il y a les x. Donc, cette partie étant une constante, il ne dépend pas, il n'y a pas de x là-bas, il n'y a pas de variable aléatoire. Donc, ça va faire simplement 2n sur θ carré, on va rester tranquille, moins 2. L'espérance mathématique va aller au niveau de la somme. Donc, c'est espérance mathématique 2 fois espérance mathématique de la somme de xi divisé par θ au cube. D'accord? Je continue. Ça va me donner 2n sur θ au carré et moins 2. J'utilise la linéarité de l'espérance mathématique. En fait, je peux dire que c'est 2 espérance mathématique de x1 déjà plus 2, ainsi de suite, divisé par θ au cube. Et là, je vais trouver 2n sur θ au carré moins 2. Là, en fait, déjà, il faut savoir que la linéarité de l'espérance mathématique me permet d'écrire espérance mathématique de x1 plus espérance mathématique de x2, ainsi de suite jusqu'à la fin, plus espérance mathématique de xn. Divise par θ au cube. Je sais très bien que x1, x2, xn, elles ont la même espérance mathématique parce qu'elles ont la même loi. Par conséquent, ça va faire ici 2n sur θ au carré moins 2 fois, combien de fois? Ici, c'est n fois espérance mathématique de x. Parce qu'elles ont la même espérance mathématique. Donc ça, c'est égal à espérance mathématique de x. Ça également, c'est espérance mathématique de x, ainsi de suite. Elles ont la même espérance mathématique équivalente à l'espérance. Donc ça va faire n fois espérance mathématique. Je divise par a au cube. On y va, on est presque arrivé. Ça fait ici 2n de θ au carré, qui est moins 2n. Mais cette fois-ci, l'espérance mathématique, je connais déjà. Vous savez, on l'avait déjà depuis, c'est 2θ. 2θ. Et tout divisé par θ au cube. Très bien. Ça, c'est égal à tout simplement 2n sur θ au carré moins 4 fois 4 fois n. Je peux simplifier par θ, c'est pourquoi ici. Donc, je vais avoir, donc ça va faire 2 fois 2, 4 fois n. Donc, 4n divisé par θ au carré, parce que j'ai simplifié par θ, donc θ au carré. OK? Qui est égal à combien? Ils ont le même dénominateur, θ carré, θ carré. Donc, ça fait 2n moins 4n. 2n moins 4n, ça fait moins 2n.
Donc, ça va me donner ici moins 2n sur θ au carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'espérance mathématique de la dérivée seconde que je viens de trouver. Regardez bien, c'est ce que je suis en train de chercher en fait depuis. Et ce qui m'intéresse, moi, c'était quoi? Ce qui m'intéressait, c'est quoi? C'est l'information de Fischer. Et l'information de Fischer, c'est moins l'espérance mathématique de la dérivée seconde. Donc, j'ai besoin de l'information de Fischer. L'information de Fischer, c'est moins espérance mathématique de la dérivée seconde. Or, c'est l'espérance mathématique de la dérivée seconde que je viens de trouver. Il y a le moins et moins 2n sur θ carré. Et là, ça me donne moins, ça fait plus. Donc, ça fait 2n sur θ carré. Ça, c'est l'information de Fischer. C'est 2n sur θ carré. Et moi, c'est la borne de Cramer-Rao qui m'intéresse dès le début. La borne de Cramer-Rao du paramètre θ, c'est l'inverse de l'information de Fischer. C'est-à-dire, c'est 1 sur l'information de Fischer. L'information de Fischer, c'est 2n sur θ au carré. Or, l'inverse de 2n sur θ carré, c'est θ carré sur 2n. Voilà, c'est l'inverse comme ça. La borne de Cramer-Rao est trouvée. Et je vous rappelle très bien que la variance de T1 était quoi? La variance de T1, c'est θ carré sur 2n. Allez-y voir dès le début. C'est ça la variance de T1. Et d'ailleurs, cette variance-là est équivalente aussi à la variance de T2 parce que T1 et T2 sont équivalents, sont des estimateurs équivalents. Qu'est-ce que vous remarquez? La borne de Cramer-Rao du paramètre θ est bien évidemment égale à la variance de T1. Vous voyez l'égalité parce que ici, borne de Cramer-Rao du paramètre θ, c'est θ carré sur 2n. Et la variance, c'est θ carré sur 2n. Et on a donc l'équivalence. Par conséquent, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que tout simplement T1 est efficace. C'est un estimateur efficace. Et de façon équivalente aussi, on peut dire que T2 est efficace parce que T2 et T1 sont tous égaux. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. On a appris en fait comment déterminer un estimateur par la méthode des moments. On a vu aussi comment trouver un estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance. On a étudié estimateur, comment montrer si un estimateur est simplifié. On a vu comment montrer si un estimateur est convergent et aussi on a appris comment déterminer si un estimateur est efficace. N'oubliez pas de partager et vous abonner parce que je vais partager au fur et à mesure des vidéos intéressantes qui vont vous aider.